Votre main, dit Allot. Retirez votre main. La voix du chef Philippe Dubois claque dans l'air surchauffé de la cuisine, plus tranchante que le fil de ses couteaux japonais. Amara sent le métal de la cloche de service, encore tiède, vibrer sous sa paume. Devant elle, le plat. Son plat. Le summum d'une vie de souvenirs. Le murmure des recettes de sa grand-mère transformées en art. Il ne l'appelle même pas par son prénom. Juste Diallo. Une distance. Une suppression. Ce n'est plus votre plat, assène-t-il, ses yeux bleus comme deux éclats de glace. C'est ma création. C'est la caille à la Dubois. Compris. La mâchoire d'Amara se crispe au point de lui faire mal. Une protestation brûle au fond de sa gorge, un mot, un seul. Pourquoi? Mais aucun son ne sort. Elle voit le reflet déformé de son propre visage dans l'argent poli de la cloche, le visage d'une femme qu'il est en train d'effacer. Chaque effluve de cannelle, chaque grain de poivre de sélim, chaque note de bissap infusée, c'était un chapitre de son histoire, un pont jeté entre Dakar et Paris. Et il venait d'arracher le livre de ses mains pour en brûler les pages devant le monde entier. Le critique le plus redouté de France attendait de l'autre côté du passe-plat, prêt à juger. Mais il ne jugerait pas son âme à elle, il jugerait le mensonge d'un autre. Elle ouvre la bouche, le souffle court. « Chef, avec tout le respect que je vous dois, cette recette. » « Silence !» la coupe-t-il, un geste sec de la main. Il se penche vers elle, son visage si près qu'elle peut sentir l'odeur de l'eau de Cologne coûteuse mêlée à la tension de sa sueur. « Vous croyez vraiment qu'une petite histoire de famille, une cuisine de bonne femme, a sa place ici sans mon génie pour la raffiner, pour l'élever? Je lui ai donné sa noblesse d'Aschlotze, dit Allot. Je lui ai donné un nom. Sans moi, ce plat n'est rien qu'un souvenir exotique dans une cabane. Le mot « exotique » la frappe comme une gifle. Il ne vole pas seulement son travail, il insulte ses racines, il piétine la mémoire sacrée de son aïeul. La colère, une vague de feu liquide, monte en elle, si puissante qu'elle en tremble. Mais son visage reste un masque de calme impénétrable. Ses yeux ne le quittent pas, ils ne sont plus suppliants, ils sont devenus des témoins, ils enregistrent, ils jugent. La sonnette du service retentit, stridente, impatiente. Le moment est venu. Philippe sourit, un rictus de triomphe froid. Il saisit la cloche, ses doigts effleurant délibérément ceux d'Amara dans un dernier acte de domination. Il la repousse doucement, mais fermement. « Maintenant, retournez à votre poste », murmure-t-il, sa voix redevenue suave pour le spectacle à venir. Le rideau se lève, mais le spectacle est terminé pour vous. Il se détourne, portant le plat comme un trophée. Amara reste immobile, seule au milieu du chaos contrôlé de la cuisine. Le froid de l'humiliation s'est installé là où la chaleur de la création la consumait quelques instants plus tôt. Elle n'est plus une artiste, elle est redevenue invisible. Le bruit s'estompe, les ordres criés par les autres chefs, le cliquetis des casseroles, le sifflement des plaques de cuisson. Tout s'efface en un bourdonnement lointain. Amara reste figé, les mains vides là où reposait son chef-d'œuvre. Le vide est lourd, froid, il pèse plus que le plat lui-même. Elle sent les regards de Solal, de ses collègues sur elle. Certains curieux, d'autres gênés,
quelques-uns remplis d'une pitié qu'elle refuse. La pitié est un poison. Elle ne boira pas ce poison. Lentement, méthodiquement, comme si chaque geste était un rituel sacré, elle dénoue les cordons de son tablier blanc. Le tissu, immaculé malgré les heures de labeur, est le seul témoin innocent de la scène. Il ne porte pas la tache du mensonge. Ses doigts ne tremblent pas. Chaque mouvement est précis, délibéré. Elle plie le tablier en 2, puis en 4, lissant les plis avec une concentration féroce. C'est plus qu'un simple morceau de coton. C'est son uniforme, sa peau de soldat, sa fierté. En le pliant ainsi, elle ne le range pas. Elle le met au repos. Elle le décharge de son service. Philippe a disparu derrière les portes battantes, emportant avec lui le parfum de sa victoire volée. Mais son arrogance flotte encore dans l'air. Amara lève enfin les yeux. Elle ne regarde pas les autres. Elle regarde le passe-plat vide, cette fenêtre ouverte sur le monde qui vient de la dévorer. Son souffle est régulier. Pas une larme ne perle au coin de ses yeux. La colère est toujours là, un noyau de fusion nucléaire dans son ventre, mais elle le contient. Le transformer en cri ou en larmes serait lui donner raison. Ce serait admettre qu'il a le pouvoir de la briser. Et ça, jamais. Elle se tourne, non pas vers la sortie, mais vers son poste de travail. Elle essuie la surface en acier inoxydable avec un chiffon propre. Elle range ses couteaux dans leur mallette. Chaque chose à sa place, un ordre imperturbable face au chaos moral qui vient d'exploser. Le sous-chef, un jeune homme qui l'a toujours respecté, s'approche timidement. « Amara, ça va ?» Elle ne lui répond pas tout de suite. Elle termine de fermer les loquets de sa mallette. Le clic métallique résonne dans le silence qui s'est créé autour d'elle. Puis, elle se tourne vers lui, et pour la première fois, un semblant de sourire effleure ses lèvres. Un sourire triste, mais dénué de défaite. « Ça va, Antoine. » Sa voix est basse, presque un murmure, mais elle porte une force insoupçonnée. Elle fait un pas vers la sortie. En passant devant le poste du chef Dubois, elle s'arrête. Sur le comptoir, le petit carnet noir où il note ses idées. Sans un mot, elle pose à côté le tablier parfaitement plié. Un hommage funèbre, un adieu silencieux. Alors qu'elle pousse la porte de service qui mène à la ruelle froide, elle croise le regard du jeune Antoine, une dernière fois. Elle lui adresse un clin d'œil presque imperceptible, avant de prononcer les mots qui resteront gravés dans la mémoire de la brigade. Un vrai chef connaît ses propres racines, Antoine. Les siennes sont pourries. Puis elle disparaît, laissant derrière elle non pas le souvenir d'une victime, mais l'écho puissant d'une dignité indestructible et d'une prophétie glaciale. Philippe revient en cuisine 20 minutes plus tard. Les portes battantes s'ouvrent avec une violence contenue. Son visage n'est plus celui d'un conquérant. Le masque du triomphe s'est fissuré, révélant une anxiété palpable. Il ne crie pas, il ne fanfaronne pas. Un silence tendu l'accompagne. La brigade, qui avait repris le travail dans une ambiance électrique, retient son souffle. Chaque membre de l'équipe sait. Ils ont vu l'injustice. Et maintenant, ils attendent le contre-coup. Il marche jusqu'à son poste, évitant le regard de quiconque. Ses yeux se posent immédiatement sur le tablier blanc, plié avec une précision chirurgicale, posé là où Amara l'a laissé. C'est une accusation muette, un linceul. Il le fixe
le cœur battant à grands coups dans sa poitrine. La remarque d'Antoine, le sous-chef, flotte encore dans son esprit. « Elle est partie, chef. Elle a dit que vos racines étaient pourries. » Il avait balayé le commentaire d'un geste méprisant. Mais l'image du tablier, si propre, si digne, rend les mots d'Amara assourdissants. Le maître d'hôtel entre alors, le visage rayonnant. « Chef, c'est un triomphe. Monsieur Dubois est subjugué. Il a dit qu'il n'avait rien goûté de tel depuis 50 ans. 50 ans. La 3e étoile est à nous. » Une vague de soulagement aurait dû submerger Philippe. C'était le but ultime, le sommet de sa carrière. Pourtant, un frisson glacial parcourt son échine. 50 ans. Ces mots ne sonnent pas comme une victoire. Ils sonnent comme un piège. Un plat moderne, sa création, ne pouvait pas évoquer un souvenir si ancien. La recette d'Amara, oui. C'était une recette hors du temps, transmise à travers les générations. La première fissure dans son mensonge devient une faille béante. « Il a laissé ceci pour vous », continue le maître d'hôtel en lui tendant la carte de visite du célèbre critique. Philippe la saisit, les doigts moites. C'est une carte sobre, épaisse, luxueuse. Le nom Christophe Dubois y est gravé en lettres d'or. Il la retourne machinalement et son sang se glace. Au dos, dessiné à la main avec un stylo à encre noire, un petit symbole. Un arbre qu'il ne reconnaît pas, aux racines profondes et au tronc massif. Un baobab. Ce n'est pas un message de félicitations, c'est une question, un test. Le critique n'a pas été dupe, il savait, il a reconnu quelque chose qui n'appartenait pas à Philippe. Un détail, enfoui dans sa mémoire, remonte alors à la surface. Une conversation anodine avec Amara, des semaines plus tôt. Elle lui parlait de son village natal au Sénégal et de l'arbre sacré sous lequel sa grand-mère cuisinait, l'arbre à palabres, le baobab. La carte de visite lui brûle la paume. La fierté s'évapore, remplacée par une peur froide et rationnelle. Il a volé un plat, mais il a réveillé une histoire bien plus grande, bien plus ancienne que lui. Le goût de la victoire se change en cendres dans sa bouche. Il regarde le tablier, puis la carte. L'accusation silencieuse et l'énigme mystérieuse. Il est seul, au sommet de son art, mais il n'a jamais été aussi proche de l'abîme. Il a gagné sa 3e étoile, mais il sent qu'il vient de perdre son âme. Parfait. La première phase du conflit est terminée. Le doute est semé. L'acte de contrition commence. Voici le début du 2e acte. Les jours qui suivent sont un enfer feutré. Le monde de la gastronomie célèbre le génie de Philippe Dubois. Les articles élogieux pleuvent, les réservations explosent. Le Chêne d'Or est le nouveau temple de la cuisine parisienne. Mais pour son chef, chaque louange est une insulte, chaque compliment un coup de poignard. Il sourit pour les caméras, serre des mains, mais à l'intérieur, le silence règne. Un silence hanté par l'énigme du baobab et l'image du tablier blanc. La 3e étoile, accrochée au fronton de son restaurant, ne brille pas, elle le brûle. Il ne dort plus. La nuit, il refait le plat d'Amara, encore et encore. Il a les ingrédients, il a la technique, mais il lui manque l'essentiel. L'âme. Ses versions sont techniquement parfaites, mais fades, mortes.
Elles n'ont pas le goût de l'histoire, le parfum de la mémoire. Et le siège n'ont que le goût amer de son mensonge. La culpabilité le ronge, mais c'est la peur qui le pousse à agir. La peur de Christophe Dubois, ce critique légendaire qui n'a pas dit son dernier mot. La carte de visite est là sur son bureau, tel un œil qui ne se ferme jamais. Le baobab le nargue. Philippe sait qu'il ne s'agit pas d'une menace, mais d'une invitation. Une invitation à comprendre. Il doit retrouver Amara, pas seulement pour s'excuser. Une excuse serait trop facile, trop lâche. Il doit la retrouver pour comprendre ce qu'il a volé. L'agence d'intérim qui l'avait placé ne donne qu'une vague adresse dans le 19e arrondissement. Un vendredi soir, après le service, il quitte son monde de nappes blanches et de verres en cristal. Il troque son Audi contre un Uber et plonge dans un autre Paris. Un Paris vibrant, populaire, un labyrinthe de rues où les odeurs de tiep boudienne se mêlent au parfum des boulangeries maghrébines. C'est le monde d'Amara, un monde qu'il n'a jamais cherché à connaître. Il se sent comme un étranger, un imposteur dans son costume coûteux. Chaque visage croisé semble connaître son secret. Il erre, demandant son chemin, se sentant de plus en plus petit, de plus en plus insignifiant. La recherche d'Amara devient une quête initiatique. Il ne cherche plus seulement une employée, il cherche une partie de lui-même qu'il a reniée, l'humilité. Il arrive enfin devant un vieil immeuble, la façade fatiguée, mais les fenêtres pleines de vie. Il hésite. Que va-t-il dire? Comment peut-il réparer ce qui a été brisé? Poussé par une force qu'il ne contrôle plus, il monte les escaliers usés, le cœur battant la chamade. Chaque marche est un pas de plus vers son jugement. Il ne vient pas en chef étoilé, il vient en pénitent. Il frappe à la porte, et le son de ses propres coups sur le bois sonne comme le marteau d'un juge. La porte ne s'ouvre pas sur l'appartement d'une femme brisée. Il n'y a ni obscurité, ni silence de deuil. Au contraire, une vague de chaleur humaine, de rire et d'arômes complexes vient frapper Philippe. Ce n'est pas un logement privé, c'est le cœur battant d'une association de quartier. Une dizaine de personnes âgées, originaires d'Afrique de l'Ouest, du Maghreb, des Caraïbes, sont assises autour de grandes tables, jouant aux cartes, discutant avec animation. Et au centre de ce tourbillon de vie, il y a Amara. Elle n'est pas en train de pleurer sur son sort. Elle est aux commandes d'une petite cuisine ouverte, se déplaçant avec une grâce et une efficacité qui éclipsent tout ce qu'il a pu voir dans sa propre brigade. Elle ne porte pas la veste blanche rigide d'un chef, mais une simple tunique colorée. Ses mains, qu'il a vues si précises et disciplinées, volent d'un ingrédient à l'autre, ajoutant une pincée d'épices, ici, goûtant une sauce là, avec un sourire qu'il ne lui a jamais vu. Un sourire authentique, lumineux, qui vient du plus profond d'elle-même. Il la regarde, invisible depuis le seuil. Elle ne cuisine pas pour la gloire, pour une étoile ou pour un critique. Elle cuisine pour nourrir, pour réconforter, pour rassembler. Une vieille dame malienne lui raconte une histoire soir. Et Amara l'écoute attentivement, tout en préparant un mafé dont l'odeur de cacahuètes grillées emplit la pièce. Un homme sénégalais, digne et droit malgré son âge, lui demande de goûter son thé à la menthe. Elle le fait, ferme les yeux un instant, puis lui suggère avec une douceur infinie d'y ajouter une feuille de basilic frais. C'est une communion, une danse,
Ici, la cuisine n'est pas une compétition, c'est un langage. Philippe est frappé par une évidence brutale. Dans sa cuisine 3 étoiles, il dirigeait des soldats. Amara, ici, orchestre une famille. Il a cru élever sa recette en la sortant de son contexte. Quelle arrogance, quelle stupidité! Il comprend maintenant qu'il n'a fait que l'arracher à sa terre, la vider de son essence. Le plat qu'il a présenté à Christophe Dubois n'était qu'un corps sans vie. La véritable âme de cette cuisine était ici, dans cette pièce bruyante et joyeuse, dans les mains d'Amara et dans les histoires des anciens qu'elle honorait à chaque plat. Il se sent soudain misérable. Son monde de perfection technique, de dressage millimétré et de silence religieux lui apparaît froid, stérile et terriblement seul. Il a passé sa vie à chercher la reconnaissance des puissants, tandis qu'Amara la trouvait chaque jour dans le regard reconnaissant de sa communauté. Une petite fille, probablement la petite fille d'un des membres, s'approche de lui. « Monsieur, vous êtes perdu ?» Sa voix innocente le sort de sa torpeur. Il ne peut plus reculer. Il est temps de faire face, non pas au chef qu'il a été, mais à l'homme qu'il espère encore devenir. Il hoche la tête, la gorge serrée. « Oui, » répond-il d'une voix rauque qu'il ne reconnaît pas. « Je crois bien que oui. Je cherche Amara Diallo. » La petite fille sourit. « C'est Tati Amara. Viens. » Et en le tirant par la main, elle le fait entrer dans la lumière. Le bruit des conversations joyeuses baisse d'un ton lorsque Philippe entre dans la pièce, guidé par la petite fille. Tous les regards se tournent vers cet homme en costume sombre, dont l'aura de luxe et de pouvoir détonne violemment avec l'humble décor. Amara se retourne, une louche en bois à la main. Son sourire s'efface, non pas par colère, mais par une surprise prudente. Ses yeux se plissent légèrement. Elle n'est pas sur son territoire à elle, ni sur le sien. Elle est chez elle. La dynamique du pouvoir s'est inversée. « Chef, » dit-elle simplement. Sa voix est neutre, mais elle dresse une barrière invisible entre eux. Philippe se sent soudain nu sous le regard des anciens. Il n'est plus le grand Dubois. Il est l'homme qui a blessé leur Tati Amara. Il avale sa salive. L'arrogance qu'il a portée toute sa vie comme une armure s'est évaporée. « Amara, je... » Il commence, mais les mots lui manquent. « Je suis désolé », semble si faible, si insultant face à la profondeur de sa trahison. Alors il choisit la seule chose qui lui reste, la vérité brute. « J'ai été un lâche et un voleur. Je ne suis pas venu pour vous demander de revenir. Je suis venu pour comprendre. » Il sort de sa poche la carte de visite de Christophe Dubois et la lui tend. Il savait, il m'a laissé ça. Amara regarde le symbole du baobab. Une lueur étrange passe dans son regard. Un mélange de douleur, de compréhension et de mystère. Elle essuie ses mains sur son tablier et prend la carte. Elle la contemple un long moment. Puis son regard se perd dans le vague, comme si elle regardait à travers le temps. « Cet arbre, » murmure-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. « C'est l'arbre aux histoires, l'arbre de mon arrière-grand-père, Bakary. » Elle se tourne vers Philippe, son expression a changé. La barrière est toujours là, mais une porte vient de s'entr'ouvrir. Ma grand-mère me disait qu'il était le plus grand cuisinier de son temps. Un génie. Mais son histoire s'est perdue. Il ne reste que des fragments. Et ce carnet. Elle s'approche d'une petite étagère
remplie de livres de cuisine, usés, et en sortent un objet précieux, un petit carnet en cuir vieilli, la couverture craquelée par les années. Elle l'ouvre avec une infinie précaution. Les pages sont jaunies, couvertes d'une écriture élégante, mais souvent difficile à déchiffrer. Ce sont des recettes, des notes, des pensées, et sur la page de garde, dessinée avec la même encre noire que sur la carte du critique, le même baobab. Philippe retient son souffle. Les deux symboles, séparés par près d'un siècle, viennent de se connecter. Ce n'est plus l'histoire d'un plat volé, c'est le début d'une quête bien plus profonde. Amara referme le carnet. Elle le regarde droit dans les yeux, son regard intense et sans compromis. « Vous voulez vous racheter, chef ? Une excuse ne suffira pas. La vérité a été volée à ma famille bien avant que vous ne voliez ma recette. » Elle lui tend le carnet. « Aidez-moi à la retrouver. Aidez-moi à déchiffrer ceci. Utilisez vos relations, votre nom, votre pouvoir, non pas pour votre gloire, mais pour rendre son nom à un homme qui a été effacé de l'histoire. » Elle lui offre une rédemption, mais à un prix. Il ne s'agit pas de la sauver, elle. Il s'agit pour lui de servir une cause plus grande, de mettre son pouvoir au service de la justice. « Si vous faites ça, conclut-elle, sa voix ferme ne laissant aucune place à l'ambiguïté, alors je vous aiderai à comprendre le véritable secret de ce plat, et nous répondrons ensemble à la question du critique Dubois. C'est sa condition, une alliance improbable, née des cendres d'une trahison. Pour Philippe, c'est la seule voie possible. Il hoche la tête, acceptant le poids du carnet et de la mission qu'il représente. « J'accepte, » dit-il. Et pour la première fois, ce ne sont pas les mots d'un chef qui commande, mais ceux d'un homme qui s'engage. Le lendemain, l'atmosphère aux Chênes d'Or a changé. Amara est de retour, mais pas comme sous-chef. Elle est assise dans le bureau luxueux de Philippe, non pas en face de lui comme une employée, mais à ses côtés, comme une partenaire. Entre eux, sur le bois précieux du bureau, repose le carnet de Bakary Diallo. Une trêve a été déclarée, une quête a commencé. Philippe, pour la première fois, se sent revivre. L'obsession de l'étoile a été remplacée par une curiosité intellectuelle et un sens du devoir qui l'anime d'une énergie nouvelle. Il commence à travailler, plongeant dans les pages du carnet, essayant de déchiffrer les noms des fournisseurs, les lieux, les techniques oubliées. C'est à ce moment précis que la porte du bureau s'ouvre sans qu'on ait frappé. Jean-Luc Moreau, le directeur général et financier du restaurant, entre avec un sourire carnassier qui n'atteint jamais ses yeux. C'est un homme élégant, à la courtoisie glaciale, l'incarnation du pouvoir discret qui tire les ficelles en coulisses. Il est l'argent derrière le talent de Philippe. « Philippe, mon ami, quelle surprise de voir que mademoiselle Diallo nous a rejoints. J'espère que nous lui avons fait une offre qu'elle ne pouvait refuser. » Son ton est mielleux, mais chaque mot est une sonde, cherchant la faille. Philippe se redresse, protecteur. « Amara est ici en tant que consultante, Jean-Luc. Elle nous aide sur un projet de recherche culinaire. » Jean-Luc lève un sourcil parfaitement épilé. Son regard glisse sur le carnet ancien avec un intérêt fin, mais Amara sent une tension immédiate chez lui. Un éclair presque imperceptible de reconnaissance ou de peur. « Fascinant, » dit-il en s'approchant. « Une antiquité. J'espère que ce projet ne nous détourne pas de l'essentiel. »
capitaliser sur notre 3e étoile. J'ai des investisseurs à rassurer, des contrats à signer. L'histoire, c'est bien joli, mais ça ne paye pas les factures. » Chaque mot est un avertissement. Ils minimisent leur quête, la réduisant à un caprice, un passe-temps coûteux. Ils regardent Amara avec une condescendance à peine voilée. « Mademoiselle Diallo, je suis sûr que votre contribution sera précieuse, mais le passé doit rester à sa place. Aux Chênes d'Or, nous regardons vers l'avenir. » Amara soutient son regard, elle, qui a affronté la trahison de Philippe, ne se laisse pas intimider par les menaces voilées de cet homme. Elle sent instinctivement que son hostilité est plus profonde qu'une simple préoccupation financière. Il ne veut pas qu'il cherche. Il a peur de ce qu'il pourrait trouver. « Parfois, Monsieur Moreau, répond-elle d'une voix calme et posée, l'avenir se cache dans le passé. Il suffit de savoir où regarder. » Le sourire de Jean-Luc se fige une fraction de seconde. La joute verbale est déclarée. Il comprend qu'elle n'est pas une simple cuisinière qu'il peut balayer d'un revers de main. « Très poétique, » rétorque-t-il froidement. « Assurez-vous simplement que votre poésie ne coûte pas son étoile à mon restaurant, Philippe. » Sur ces mots, il se retire, laissant derrière lui une atmosphère glaciale. Philippe et Amara échangent un regard. Ils viennent de comprendre. Leur enquête n'est pas une simple recherche historique. C'est une menace pour quelqu'un. Et cet adversaire n'est pas un fantôme du passé. Il est bien réel et il est beaucoup plus proche et plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. L'intervention glaciale de Jean-Luc Moreau agit comme un catalyseur. Ce qui n'était qu'une quête de vérité personnelle devient une course contre la montre face à un adversaire. Invisible mais omniprésent. Philippe, qui connaît Jean-Luc depuis des années, réalise avec un frisson d'effroi qu'il n'a jamais vraiment su qui était l'homme à qui il avait confié la gestion de son rêve. Il change de stratégie. Le bureau n'est plus un lieu sûr. Il se retrouve discrètement, parfois tard le soir dans la cuisine déserte, parfois dans le centre communautaire d'Amara, protégé par la bienveillance des anciens. Le carnet de Bakary devient leur pierre de Rosette. Philippe utilise son nom et ses contacts. Il appelle les plus vieilles familles de fournisseurs de Paris, des maisons qui existent depuis un siècle. Il ne demande pas des truffes ou du caviar, mais des informations sur des commandes passées dans les années 1920, au nom d'un certain Bakary Diallo. Les réponses sont d'abord rares, puis une piste émerge. Un vieux registre, conservé par l'arrière-petit-fils d'un volailler des Halles, mentionne des livraisons de cailles impériales à une adresse, celle du Chêne d'Or, mais avec une note manuscrite, à l'attention du chef Bakary. C'est la première preuve tangible, un fil reliant Bakary à ce lieu. Pendant ce temps, Amara se plonge dans les archives coloniales et les registres maritimes en ligne. Elle cherche le nom de son arrière-grand-père, non pas comme un cuisinier anonyme, mais comme un entrepreneur. Elle découvre qu'il n'est pas venu en France comme un simple travailleur immigré. Il était un négociant en épices réputé à Dakar, venu à Paris avec un capital et un projet. Elle trouve la trace d'un partenariat commercial, une société en nom propre créée en 1919. Dubois & Diallo. Dubois, le nom du fondateur original du Chêne d'Or, Auguste Dubois, le grand-père de Philippe.
Le choc est immense pour Philippe. Son grand-père, qu'il a toujours idolâtré comme un génie solitaire, avait un associé dont le nom a été complètement effacé de l'histoire officielle du restaurant. La pièce maîtresse vient d'une source inattendue. Amara, en discutant avec l'un des vieillards de son centre, un historien amateur passionné par le Paris noir de l'entre-deux-guerres, lui montre le carnet. L'homme reconnaît l'écriture. Il la rapproche de l'être qu'il a étudié, celle d'une communauté d'artistes et d'intellectuels africains qui se réunissaient dans un salon littéraire. Il leur donne une piste, cherchez dans les archives du salon. Dans une boîte poussiéreuse à la Bibliothèque nationale, ils trouvent une liasse de correspondances. Et là, une lettre de Bakary Diallo adressée à un ami poète. Il y décrit avec passion son rêve, un restaurant qui serait un pont entre deux cultures, sa cuisine métissée. Il y parle de son associé, Auguste, mais aussi de son comptable scrupuleux, un certain Gérard Moreau, le grand-père de Jean-Luc. Le piège se referme. Les trois familles, Dubois, Diallo, Moreau, sont liées depuis le tout début. Une association, une vision et un homme de chiffres. Ils ne cherchent plus seulement à restaurer la mémoire d'un chef. Ils sont en train de déterrer les fondations criminelles sur lesquelles repose peut-être la fortune du chêne d'or. Et chaque pas qu'ils font les rapproche de la vérité et du danger. La mention de Gérard Moreau, le comptable, change tout. Ce n'est plus une histoire d'oubli, mais potentiellement une histoire de trahison orchestrée. Philippe, le cœur lourd, se sent obligé de fouiller dans son propre passé. Il se rend dans le manoir familial en banlieue parisienne, un lieu qu'il n'a pas visité depuis la mort de son père. Dans le bureau de son grand-père, Auguste Dubois, une pièce conservée presque comme un musée. Il cherche des documents d'époque. Derrière une rangée de livres de loi, il trouve un coffre en fer. À l'intérieur, parmi de vieilles photos et des médailles, se trouve le dossier de création originale du chêne d'or. Il le rapporte à Amara, qui l'attend dans la quiétude du centre communautaire. Ils ouvrent que le dossier avec une fébrilité presque religieuse, et la vérité leur explose au visage. Les statuts de la société Dubois and Diallo sont là, en bonne et due forme. Bakary Diallo n'était pas un simple associé, il était le partenaire majoritaire, ayant apporté 60% du capital initial grâce à son commerce d'épices. Auguste Dubois apportait le nom, le savoir-faire de la cuisine française classique et le lieu. Bakary apportait l'argent, la vision novatrice du métissage et le génie des saveurs. Le chêne d'or n'était pas le restaurant d'Auguste Dubois. C'était en réalité le restaurant de Bakary Diallo. Mais la page la plus terrible est la dernière. Un avenant au contrat, daté de 1925. Il stipule que Bakary Diallo cède l'intégralité de ses parts à Auguste Dubois pour une somme dérisoire, presque symbolique. La raison invoquée est vague. Convenance personnelle et retour définitif au Sénégal. La signature de Bakary y figure, mais elle est tremblante, maladroite, complètement différente de l'écriture ample et confiante du carnet. Plus accablante encore, l'acte est contresigné par deux témoins, le comptable, Gérard Moreau, et un notaire dont le nom est à peine lisible. Amara sort de son sac une des lettres qu'ils ont trouvées à la bibliothèque.
une lettre de Bakary datant de la même période. Il n'y parle pas d'un retour au pays, mais d'une maladie soudaine qui l'affaiblit, le clouant au lit. Il se plaint d'être isolé, ses amis étant tenus à l'écart par son associé et son comptable sous prétexte de repos médical. L'horrible vérité se dessine. Auguste Dubois et Gérard Moreau ont profité de la maladie et de la vulnérabilité de Bakary pour le spolier. Ils l'ont dépouillé de son rêve, de son restaurant, de son héritage, en lui faisant signer un document qu'il n'était probablement pas en état de comprendre. Ils ont effacé son nom, réécrit l'histoire et bâti un empire sur un crime. Jean-Luc Moreau n'est pas seulement le gardien d'un secret de famille honteux. Il est l'héritier d'une fortune volée. Sa position, sa richesse, tout repose sur ce mensonge originel. Voilà pourquoi il ne pouvait pas les laisser chercher. Philippe, lui, est l'héritier d'une gloire usurpée. Son nom, sa réputation, l'étoile même qu'il vénérait, tout est souillé par la trahison de son grand-père. Il reste assis en silence, anéanti par le poids de cette découverte. L'injustice qu'Amara a subie n'était pas un incident isolé. C'était l'écho, un siècle plus tard, d'une trahison bien plus profonde et plus cruelle. La bataille à venir ne sera pas seulement pour une recette ou pour la mémoire d'un homme. Ce sera une bataille pour la justice, contre un siècle de mensonges. Ils ne lui laissent pas le temps de se préparer. Ils le coincent dans son propre sanctuaire, le bureau opulent d'où il dirige son empire de chiffres et de secrets. Jean-Luc Moreau est au téléphone, parlant de millions d'euros avec une aisance déconcertante. Quand il lève les yeux et voit Amara et Philippe entrer, son sourire professionnel se fige. Il termine rapidement son appel. « Quelle visite impromptue !» dit-il, sa voix mielleuse peinant à masquer son irritation. « J'espère que c'est important. Je suis... » « Nous savons, » le coupe Amara. Sa voix est calme, mais elle résonne dans le bureau avec le poids d'un siècle de silence. Elle s'avance et pose sur le bureau en acajou une copie de l'acte de cession frauduleux. Son doigt pointe la signature tremblante de son arrière-grand-père. Nous savons pour ça, pour Bakary Diallo et pour votre grand-père, Gérard Moreau. Le masque de Jean-Luc se fissure. Une pâleur s'installe sous son bronzage parfait. Il tente un dernier bluff, un rire forcé qui sonne faux. « De quoi parlez-vous? Une vieille archive? C'est une chasse aux fantômes. Vous perdez la tête. » « Mon grand-père a été complice, » intervient Philippe, sa voix grave chargée de honte. « Il n'aurait jamais pu réussir sans le vôtre. Nous avons les lettres, les registres, tout. L'histoire de ce restaurant est un mensonge. » Le regard de Jean-Luc passe de l'un à l'autre. Il ne voit plus un chef qu'il peut manipuler et une cuisinière qu'il peut ignorer. Il voit deux juges. La panique cède la place à une fureur froide et calculatrice. Son sourire de façade s'évapore, remplacé par une expression dure. « Et que comptez-vous faire ?» siffle-t-il. « Déterrer un scandale centenaire? Vous ruinerez le nom de Dubois, Philippe, et vous, mademoiselle Diallo, vous n'obtiendrez rien d'autre qu'un bruit médiatique qui se tassera en une semaine. »« Nous voulons la justice, » répond simplement Amara. Jean-Luc la dévisage, puis un étrange calme s'empare de lui. Il se lève, contourne son bureau. La justice? Il semble réfléchir. L'histoire est plus complexe que ces vieux papiers ne le laissent paraître.
Il y a d'autres documents, les registres comptables de mon grand-père. Ils prouvent que Bakary a été dédommagé, sur des années, que tout s'est fait à l'amiable. Il ment, ses yeux le trahissent, mais il leur tend une perche, un espoir de résolution simple. Ils sont en bas, dans l'ancienne cave, celle qui ne sert plus. Venez, dit-il en regardant Amara. Philippe, restez ici, je vous prie. C'est une affaire de famille, en quelque sorte. Il vaut mieux que nous réglions ça entre nous. C'est un piège, Amara le sent, mais elle doit aller jusqu'au bout. Elle suit Jean-Luc hors du bureau, laissant Philippe seul avec un mauvais pressentiment. Ils descendent un escalier de pierre, étroit et humide. L'air se refroidit. L'odeur de terre et de vin éventé remplace le parfum du succès. Il ouvre une lourde porte en chêne. La cave est un labyrinthe de pierre, sombre et silencieux. Ils sont au fond, dit-il. Amara fait quelques pas à l'intérieur, et c'est là que le piège se referme. Jean-Luc ne la suit pas, il reste sur le seuil. « Vous avez raison, » dit-il, sa voix changeant, perdant toute trace de civilité pour ne laisser place qu'à un mépris glacial. Votre famille a été volée. La mienne a été plus maligne. C'est la loi de la vie. Mon grand-père a bâti un empire. Je ne laisserai pas une cuisinière sentimentale et un chef en pleine crise de conscience le détruire. Avant qu'elle ne puisse réagir, il recule et tire la lourde porte. Clang! Le son du verrou qui tourne dans la serrure est assourdissant. L'obscurité presque totale l'enveloppe. Le silence est absolu. Elle est seule, enfermée dans le ventre froid de l'histoire, prisonnière de l'homme qui fera tout pour que la vérité meure avec elle. D'accord. Amara est prise au piège. La tension monte d'un cran. C'est à Philippe d'agir. Resté seul dans le bureau, Philippe fait les 100 pas. La phrase de Jean-Luc, « C'est une affaire de famille », tourne en boucle dans sa tête, sonnant comme une alarme incendie. Il connaît Jean-Luc. Il connaît sa cruauté polie, sa capacité à éliminer les problèmes sans jamais se salir les mains. Séparer Amara de lui n'était pas un acte de discrétion. C'était une manœuvre tactique. Une angoisse sourde l'envahit. Il se précipite hors du bureau et dévale les escaliers menant à la cave. La porte en chêne est fermée. Il empoigne la poignée en fer forgé. Verrouillée. « Jean-Luc » hurle-t-il en frappant la porte de toutes ses forces. « Ouvrez cette porte, Jean-Luc » Aucune réponse. Seul l'écho de sa propre voix lui parvient, se moquant de son impuissance. La panique le saisit. Il pense aux vieux conduits d'aération, au manque d'oxygène, à 1000 scénarios horribles. Il doit la sortir de là. Mais comment? Il n'est pas de taille à défoncer une porte pareille. Il remonte en courant, le cerveau en ébullition. Il doit y avoir une autre entrée, un plan, quelque chose. Il retourne dans le bureau de Jean-Luc, cherchant frénétiquement une clé, un indice. Ses yeux balaient les murs couverts de tableaux modernes et de graphiques financiers. Rien. Puis, son regard est attiré par un cadre photo sur le bureau. Ce n'est pas une photo de la famille de Jean-Luc. C'est une vieille photo en noir et blanc, datant de l'inauguration du restaurant. On y voit son grand-père, Auguste Dubois, et à ses côtés, le comptable, Gérard Moreau. Il trinque, l'air suffisant. C'est la photo de la victoire des usurpateurs. Philippe
dans un accès de rage impuissante, arrache la photo du mur. Mais ce n'est pas un cadre ordinaire. Il est lourd, anormalement lourd. Intrigué, il le retourne. Derrière le panneau de bois, un petit renfoncement a été creusé. C'est un coffre-fort mural, dissimulé derrière le symbole même de la trahison. Il lui faut le code. Il essaie des dates, des anniversaires. Rien. Il pense à Jean-Luc, à son ego, à sa froide logique. Qu'est-ce qui compte le plus pour lui? L'argent, le pouvoir. Il regarde le dossier qu'Amara a laissé sur le bureau. La date de l'acte de cession frauduleux, 1925. La somme dérisoire de la vente, 10 000 francs. Il tape la séquence 1, 9, 2, 5, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Clic, le coffre-fort s'ouvre. À l'intérieur, pas d'argent, pas de bijoux, juste des documents, des liasses de papier jaunis. Il y a les vrais livres de compte du restaurant des premières années, méticuleusement falsifiés par Gérard Moreau pour effacer toute trace de l'investissement de Baccari. Et puis, au fond, l'objet ultime. L'original du tout premier contrat de partenariat, le vrai, le document que tout le monde croyait perdu à jamais. Mais ce n'est pas tout. À côté du contrat, une lettre manuscrite, signée de la main de Gérard Moreau et adressée à son fils, le père de Jean-Luc. Ce n'est pas un document commercial, c'est une confession. Il y décrit en détail, avec une fierté glaçante, comment lui et Auguste Dubois ont profité de la maladie de Baccari, comment ils l'ont isolé et manipulé. Il explique comment ils ont fait passer le vol pour une transaction légale. Il conclut par une phrase qui scelle leur crime pour l'éternité. « Nous avons bâti un empire, mon fils. Ne laisse jamais personne déterrer ses fondations. La morale est pour les perdants. L'héritage est pour les vainqueurs. » C'est la preuve irréfutable. Le pistolet fumant. Ce n'est plus la parole d'Amara contre celle de Jean-Luc, c'est la parole d'un criminel, confessant son forfait à sa propre lignée. Philippe rassemble les documents, son cœur battant non plus de peur, mais d'une fureur juste. Il ne s'agit plus seulement de sauver Amara, il s'agit de détruire Jean-Luc avec les péchés de ses propres ancêtres. Pendant que Philippe découvrait l'arme qui allait détruire Jean-Luc, ce dernier mettait en scène le dernier acte de son plan. Le grand salon du Chêne d'Or est plein à craquer. Journalistes gastronomiques, influenceurs, investisseurs. Tout le Gotha parisien est là pour une annonce exceptionnelle. Jean-Luc est sur une petite estrade, baignant dans la lumière douce des projecteurs. Il parle d'avenir, de modernisation, d'une nouvelle ère pour le restaurant. C'est un discours brillant, un paravent de mots chics pour masquer le crime qu'il est en train de commettre dans la cave. Au milieu de son discours, les portes du salon s'ouvrent à la volée. Un silence se fait. Philippe Dubois apparaît, le visage dur, les yeux brûlants d'une rage froide. Il ne ressemble plus au chef artiste et torturé, mais à un justicier. Dans ses mains, il tient la liasse de documents jaunis. « Jean-Luc !» Sa voix tonne dans le salon, sans micro, mais chargée d'une autorité qui cloue tout le monde sur place. Votre discours sur l'avenir est fascinant, mais vous avez oublié de parler du passé. Jean-Luc blêmit. Il tente de garder le contrôle, faisant signe à la sécurité. « Philippe, tu as perdu la tête. Messieurs, veuillez le raccompagner. » « Non !» Le cri vient du fond de la salle. C'est Amara, celle
une éraflure sur la joue, mais bien vivante. Elle a réussi à forcer une vieille grillée de soupirail dans la cave. Le sous-chef Antoine, inquiet de ne pas la voir, l'a entendue et l'a aidée à sortir. Elle se tient là, dans ses vêtements de travail, au milieu des robes de soirée et des costumes de luxe. Elle n'est pas une victime, elle est une survivante. La présence d'Amara fait voler en éclats le sang-froid de Jean-Luc. Philippe, lui, ne perd pas une seconde. Il monte sur l'estrade, se place à côté de l'écran géant prévu pour la présentation de Jean-Luc et y connecte son téléphone. « Vous vouliez parler de l'héritage du chêne d'or, Jean-Luc? Parlons-en. » Sur l'écran, l'image du premier contrat apparaît, projetée en très grand. Le nom Dubois Diallo est lisible par tous. Un murmure parcourt la salle. « Voici Bakary Diallo », continue Philippe, sa voix vibrante d'émotion. L'arrière-grand-père d'Amara, le partenaire majoritaire et le cofondateur de ce restaurant. Un nom que mon grand-père et le vôtre, Jean-Luc, ont effacé de l'histoire. Il fait défiler les documents, l'acte de cession frauduleux, la signature tremblante, et enfin, la lettre, la confession de Gérard Moreau. Philippe n'a pas besoin de la lire à voix haute. Les mots projetés sur l'écran parlent d'eux-mêmes. La morale est pour les perdants, l'héritage est pour les vainqueurs. La salle est pétrifiée. Les flashs des appareils photo crépitent, non plus dirigés vers Jean-Luc le visionnaire, mais vers Jean-Luc le criminel. Amara s'avance alors. Elle ne crie pas, elle ne pleure pas. Elle prend un micro et sa voix calme et forte impose le silence. « On m'a dit que ma cuisine n'avait pas sa place ici, » dit-elle en regardant Jean-Luc droit dans les yeux. « On a dit qu'elle n'était qu'un souvenir exotique. Mais cette cuisine, c'est l'âme de ce restaurant, c'est l'héritage de Bakary Diallo. Et ce soir, cet héritage est de retour chez lui. » C'est le coup de grâce. Jean-Luc Moreau, piégé sous le poids de la virgouche, ce poids de la vérité, reste muet, son visage déformé par la haine et la défaite. Le renversement est total. Le pouvoir a changé de main. Ce n'est pas une OPA hostile. Ce n'est pas un jeu financier. C'est la justice, servie non pas froide, mais brûlante, devant le monde entier. Le silence qui suit la révélation est assourdissant. Pendant une seconde, le temps semble suspendu. Jean-Luc Moreau est une statue de cire sous les projecteurs, le visage figé dans un masque de haine incrédule. Puis, le chaos éclate. Les flashs crépitent comme des tirs de mitraillettes. Les journalistes se ruent vers la scène, hurlant des questions. C'est une curée, la chute d'un roi en direct. Mais au milieu de cette frénésie, une force tranquille émerge. Deux hommes en uniforme de police, qui étaient discrètement postés à l'entrée, fendent la foule avec une efficacité calme. Ils n'ont pas été appelés en urgence. Philippe, dans un éclair de lucidité avant la confrontation, avait prévenu les autorités qu'un crime pourrait être révélé ce soir, leur demandant d'être prêts. Les policiers montent sur l'estrade, ignorant les caméras et les micros tendus vers eux. Ils s'arrêtent devant Jean-Luc. L'un d'eux, un homme d'âge mûr au visage impassible, parle d'une voix neutre qui tranche avec l'hystérie ambiante. « Monsieur Jean-Luc Moreau ?» L'interpellé semble sortir de sa transe. Il essaie de retrouver sa contenance, son masque d'homme de pouvoir. « C'est une erreur, » articule-t-il, sa voix tremblante de rage. « Une calomnie. Vous ne savez pas qui je suis. »
L'officier ne le laisse pas finir. Il sort une paire de menottes de sa ceinture. Le son métallique du cliquetis est amplifié par le silence soudain de la salle. C'est le son de la fin. Vous avez le droit de garder le silence, commence le policier en lui passant les menottes au poignet. Il n'y a pas de lutte, pas de cri. Toute l'énergie de Jean-Luc semble s'être évaporée. Son empire, bâti sur un siècle de mensonges, s'est effondré en l'espace de 10 minutes. Alors que les policiers l'emmènent, ils passent devant Amara. Leurs regards se croisent une dernière fois. Dans ses yeux à lui, il n'y a plus d'arrogance, seulement un vide infini. Dans les siens à elle, il n'y a pas de triomphe, seulement une profonde et douloureuse lassitude. Les portes du salon se referment sur Jean-Luc Moreau. Le monstre a été chassé du temple. Lentement, le chaos se dissipe. Les invités partent sur la pointe des pieds, murmurant, choqués. Les journalistes sont repoussés à l'extérieur. Bientôt, il ne reste plus qu'Amara, Philippe et le personnel du Chêne d'Or, debout au milieu des verres renversés et des chaises déplacées. Le vieux maître d'hôtel, qui a servi la famille Dubois pendant 40 ans, s'approche d'eux. Les larmes aux yeux, il ne regarde pas seulement Philippe. Il regarde Philippe et Amara. « Chef, mademoiselle Diallo ?» demande-t-il, sa voix brisée par l'émotion. « Quels sont les ordres ?» Cette simple question scelle la nouvelle réalité. Le pouvoir n'est plus singulier, il est partagé. Amara et Philippe échangent un regard. Ce n'est pas un regard de victoire, mais de responsabilité. La bataille est gagnée, mais la guerre pour reconstruire, pour guérir et pour honorer le passé ne fait que commencer. Debout, côte à côte, ils contemplent les ruines de l'ancien monde, prêts à bâtir le nouveau. Parfait, la justice a été rendue. Maintenant, il est temps de reconstruire, non pas sur les anciennes fondations, mais sur de nouvelles, plus justes et plus solides. Les semaines qui suivent sont un purgatoire. Le nom de Moreau est synonyme de disgrâce, mais le nom de Dubois est entaché par association. Le Chêne d'Or est fermé, ses portes closes comme les paupières d'un mort. Les avocats parlent de liquidation, de vente, de tourner la page. Mais pour Philippe, tourner la page signifierait laisser le crime de sa famille l'emporter une dernière fois. Un soir, il retrouve Amara dans la salle du restaurant vide et silencieuse. La poussière commence à s'accumuler sur les tables. « Les avocats disent que je devrais vendre, » dit Philippe, sa voix résonnant dans le vide. « Changer de nom, recommencer ailleurs, effacer la tâche. » Amara passe sa main sur le bois d'une table. « On ne peut pas effacer le passé, chef. On peut seulement apprendre à vivre avec et le réparer. » Ces mots simples agissent comme un électrochoc sur Philippe. Il ne s'agit pas d'effacer, il s'agit de transformer. Le lendemain, il convoque toute l'ancienne brigade. Ils se retrouvent tous dans la salle, inquiets pour leur avenir. Philippe et Amara se tiennent devant eux, non pas sur une estrade, mais au même niveau qu'eux. « Le Chêne d'Or est mort », annonce Philippe, sa voix claire et sans appel. Un murmure d'effroi parcourt l'assemblée. Il est mort le soir où j'ai compris qu'il était né d'un mensonge. Le nom de Dubois, seul ne peut plus être le seul pilier de cette maison, car ce nom porte le poids d'une grande injustice. Il se tourne vers Amara. À partir d'aujourd'hui, cette maison
à deux piliers. Je reconnais officiellement Amara Diallo comme copropriétaire de ce lieu, en tant qu'unique héritière de son cofondateur, Bakary Diallo. Le choc laisse place à une admiration respectueuse. Mais Philippe n'a pas terminé. Ce restaurant ne rouvrira pas sous son ancien nom. Il renaîtra. Il s'appellera Le Chêne et le Baobab. Il laisse le nom flotter dans l'air. Le chêne, symbole des racines profondes de la gastronomie française qu'il représente. Et le baobab, l'arbre à palabres, symbole de la vie, de la résilience et des racines africaines qu'Amara incarne. Ce n'est plus une hiérarchie, c'est un dialogue, une fusion. Et ce n'est pas tout, continue-t-il, sa voix vibrante d'une conviction nouvelle. Ce ne sera plus seulement un restaurant, ce sera un mémorial vivant. 10% de tous nos bénéfices iront directement à une nouvelle fondation que nous créons aujourd'hui, la Fondation Bakary Diallo. Sa mission sera de financer des bourses pour les jeunes chefs issus de l'immigration et de soutenir la recherche sur les histoires culinaires qui, comme celle de Bakary, ont été effacées. Nous n'allons pas seulement servir des plats, nous allons servir la justice. Chaque addition payée ici aidera à réparer le passé et à construire l'avenir. Un silence profond accueille son discours. Puis, le vieux maître d'hôtel se met à applaudir, lentement, respectueusement. Bientôt, toute la salle l'imite. Ce ne sont pas des applaudissements pour un patron, ce sont des applaudissements pour un homme qui a choisi l'honneur plutôt que le profit. Amara regarde Philippe. Dans ses yeux, il n'y a plus de doute, plus de méfiance. Il y a une reconnaissance profonde. Il n'a pas seulement réparé sa faute, il a transformé le péché de sa famille en une promesse pour l'avenir. Elle hoche la tête, un geste simple qui scelle leur pacte. La rédemption n'était pas un mot, c'était un acte, et il venait d'être posé. D'accord. Voici le point final, la conclusion de ce voyage, où toutes les batailles sont terminées et où l'on découvre ce qui a été construit sur les ruines. 1 an plus tard, la porte du restaurant, le chêne et le baobab s'ouvrent sur un monde qui n'est plus en guerre. Le silence guindé de l'ancien chêne d'or a été remplacé par une symphonie chaleureuse. Le murmure joyeux des conversations, le tintement des verres, les rires qui fusent. Le restaurant n'a pas seulement regagné ses 3 étoiles, il en a créé une nouvelle, une qui ne figure dans aucun guide, l'étoile du respect. En cuisine, la dictature a laissé place à une collaboration vibrante. L'ancienne brigade de Philippe, précise et technique, danse avec une nouvelle génération de jeunes chefs, les premiers boursiers de la Fondation Bakary Diallo. On y parle français, mais aussi wolof, arabe et créole. C'est un ballet de culture, un laboratoire de saveurs, où les traditions ne s'affrontent pas, mais s'embrassent. Au passe-plat, Amara et Philippe travaillent côte à côte, dans une harmonie si parfaite qu'elle semble exister depuis toujours. Il n'est plus le monarque torturé, une sérénité nouvelle l'habite. Elle n'est plus la disciple silencieuse, elle est une matriarche rayonnante, guidant ses jeunes protégés avec une autorité bienveillante. Il dessine la structure d'un plat, la perfection technique à la française. Elle y insuffle l'âme, une touche d'épices secrète tirée du carnet de Bakary, un parfum qui raconte une histoire. Antoine, plus de délicatesse sur cette mousseline, ordonne Philippe,
son exigence intacte. Awa, n'oublie pas la fleur d'hibiscus confite, ajoute Amara une seconde plus tard. C'est la signature de Bakary. Le plat part, parfait équilibre entre deux mondes. Ce soir-là, un client particulier est attablé dans un coin discret. Ce n'est pas un inspecteur, c'est un ami. Christophe Dubois, le critique légendaire, dîne avec sa famille. Il ne prend aucune note. Il savoure, tout simplement. À la fin de son repas, il croise le regard de Philippe à travers la salle. Il ne dit rien. Il lève simplement son verre, un sourire sincère aux lèvres. C'est l'absolution. La boucle est bouclée. Plus tard, après le coup de feu, Amara et Philippe se tiennent un instant sur le seuil de la cuisine, contemplant la salle comble. La lumière est douce, le bonheur est palpable. Mon grand-père voulait bâtir un empire, murmure Philippe, sa voix basse remplie d'une lucidité nouvelle. Il n'a construit qu'une forteresse dorée, froide et seule. Amara regarde les visages métissés de leurs clients, les jeunes chefs qui rient en nettoyant leur poste. Elle pose sa main sur l'épaule de Philippe, un geste de partenariat, d'amitié. « Mon arrière-grand-père, dit-elle doucement, voulait construire un pont. Regardez, Philippe, nous y sommes enfin arrivés. » Ensemble, ils contemplent leur œuvre. Pas un restaurant, pas un empire, mais un pont vibrant de vie, bâti sur les ruines d'un crime, et pavé de pardon, de respect et d'un héritage enfin partagé. La justice n'avait pas seulement été rendue, elle était devenue délicieuse.